Rebonjour. Dans cette deuxième partie de la première semaine, nous allons nous intéresser à la notion d'offre. De la même manière que la demande nous indique la quantité qui va être demandée d'un bien pour chaque prix possible par les consommateurs, l'offre va nous indiquer la quantité produite en fonction du prix par les producteurs. Prenons un premier exemple, l'électricité photovoltaïque. Depuis 2006, les particuliers peuvent être producteurs d'électricité photovoltaïque, par exemple en installant des capteurs sur le toit de leur maison particulière. Et l'État, à travers EDF, garantit un prix de rachat aux particuliers sur une durée de 20 ans. L'État a décidé de cette politique car il a un objectif de production fixé entre une capacité de 18 à 20 gigawatts à horizon 2023. La question que l'État se pose, naturellement, c'est celle de fixer le bon prix de rachat de l'électricité photovoltaïque aux différents particuliers. Si le prix est trop bas, l'État n'atteindra pas ses objectifs. S'il est trop élevé, en revanche, il risque de trop stimuler cette production à un coût qui va être trop important. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que, en plus d'avoir une production par des particuliers sur leur toit, nous avons eu des producteurs qui se sont mis dans ce type de production de façon relativement importante en installant des capteurs photovoltaïques, par exemple, dans leurs champs, ce qui revient trop cher finalement à l'État qui a décidé de serrer la vis un petit peu sur le rachat de l'électricité photovoltaïque. Donc on comprend que pour une bonne politique des pouvoirs publics, il s'agit de comprendre l'offre d'un bien. Prenons un deuxième exemple, le pétrole. On sait que c'est une matière première essentielle dont notre économie dépend fortement. En fait, quand on dit le pétrole, il y a plusieurs types de production de pétrole, que ça vienne des puits en Arabie Saoudite, que ça vienne d'autres forages, que ce soit en mer du Nord, que ça vienne des gaz de schiste, etc. On a différents types de production de pétrole à différents prix. Regardons ce graphe. Ce graphe ici nous indique que pour un prix de revient à 20 euros, 20 dollars le baril, eh bien, nous avons une capacité de production qui est celle de l'Arabie Saoudite, qui est de, disons, 27, 28 millions de barils par jour. Donc, l'Arabie Saoudite est le pays qui a le prix de revient de la production le plus faible. Et puis, nous avons rangé finalement les coûts de production par ordre croissant, et nous avons créé des barres dont la largeur est proportionnelle à la capacité de production. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, si jamais les prix s'établissent à environ 60 euros, 60 dollars le baril, eh bien, on a une capacité de production mondiale à ce prix-là qui va être d'environ 55 millions de barils jour. Ce qui veut dire que si on a compris les coûts de production pour différents producteurs et qu'on les a rangés de cette manière-là, eh bien, on obtient une courbe ici qui est une offre mondiale de production de pétrole. Cela veut dire que pour chaque prix, nous avons une quantité produite et réciproquement. Donc on est capable de lier production de pétrole et prix du pétrole à travers cette courbe d'offre du pétrole. Donc on comprend tout de suite l'intérêt et la construction de ce type de courbe. Si on veut comprendre une offre globale, il est important de s'intéresser à chaque producteur individuellement et de se poser la question pour chaque producteur de l'offre pour ce producteur. Encore une fois, nous allons revenir aux travaux de Jules Dupuy. Jules Dupuy fait la remarque que les frais de production se composent de deux parties, l'une très dispendieuse faite une fois pour toutes ou pour un très grand nombre de fois, l'autre peu dispendieuse faite pour chaque objet. Donc ce que Jules Dupuy a en tête, c'est, par exemple, lorsque on crée une œuvre musicale,
la création de l'œuvre à un prix, et puis la multiplication de l'œuvre à un prix qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Eh bien, généralement, pour chaque type de production, on a d'abord ce qui s'appelle des coûts fixes, c'est-à-dire des coûts irréductibles qui vont devoir être dépensés ne serait-ce que pour produire la première unité du bien. Et puis ensuite, on a des coûts marginaux, c'est-à-dire des coûts pour chaque unité supplémentaire. Et les coûts marginaux vont être plus bas que les coûts fixes. Fixons un petit peu les idées avec des notations et des hypothèses. On va noter pour un producteur, grand C de Q, le coût pour ce producteur de la production de Q unités du bien. C de 0 égale à 0, c'est-à-dire si on ne produit rien, cela ne coûte rien. Mais on a une discontinuité en 0, c'est-à-dire que si on veut produire une unité ou même une demi-unité du bien, il y a un coût positif, irréductible. Donc la limite, lorsque Q tend vers 0 de C de Q, est positif, et c'est ce que l'on appelle les coûts fixes. Maintenant, on a vu qu'on s'intéresse aussi aux coûts dits marginaux, c'est-à-dire aux coûts de production de chaque unité supplémentaire du bien. Qu'est-ce que c'est que les coûts marginaux? Eh bien, c'est tout simplement la dérivée de la fonction de coûts totaux, la dérivée de grand C qu'on va noter petit c. On fait une hypothèse sur les coûts marginaux qui est que ces coûts sont d'abord décroissants et puis enfin croissants et qu'ils tendent vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, lorsqu'on commence à produire, eh bien, chaque unité devient moins en moins coûteuse parce qu'on est capable d'installer un bon système de production, on a des rendements d'échelle liés à la production d'un nombre de plus en plus grand d'unités. Et au bout d'un moment, lorsqu'on souhaite produire plus, eh bien, on n'est plus capable d'obtenir suffisamment de ressources autour de nous, que ce soit des ressources en espace, que ce soit des ressources de matières premières, des ressources de travail. Et à ce moment-là, les coûts marginaux deviennent de plus en plus importants, et puis on dit qu'ils vont tendre vers plus l'infini. On ne peut pas produire de quantité qui soit réellement infinie. Maintenant, regardons ce que cela nous donne sur un graphe. On a représenté ici deux fonctions. Tout d'abord, la fonction grand C, la fonction de coûts totaux. Elle a une discontinuité en 0 parce que les coûts fixes sont positifs. Donc ici, si on veut réellement produire 0, c'est les coûts, mais on a un point ici qui est lié au coût fixe, et donc on a une fonction de coût croissante. On a vu que ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de regarder la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire les coûts marginaux. Les coûts marginaux sont d'abord décroissants, comme nous l'avons dit, puis croissants. Bien, maintenant, intéressons-nous à la quantité qui va être produite par ce producteur en fonction du prix P par unité du bien. On a trois valeurs possibles ici de P que nous allons discuter. Pour cette première valeur, qui est une valeur relativement élevée, qu'est-ce qui peut se passer? Si jamais les coûts marginaux sont inférieurs à ce prix P, c'est-à-dire que nous sommes ici, produire une unité supplémentaire de bien coûte les coûts marginaux, mais la vente du produit rapporte P, le prix. Donc à ce moment-là, on a intérêt à augmenter la production. Mais si jamais les coûts marginaux sont supérieurs à P, eh bien, chaque unité en excès est produite à perte et nous avons intérêt à réduire à ce moment-là la production. Et donc on voit qu'il n'y a qu'une seule solution possible, c'est d'égaliser les coûts marginaux avec le prix P. Et donc, on a un seul candidat pour la production ici qui va être Q étoile. Deuxième possibilité. Nous avons des coûts, cette fois plus bas, situés ici. Il y a deux points dans lesquels les coûts marginaux sont égaux au prix. Donc, nous avons deux candidats pour la production. Est-ce qu'il vaut mieux choisir cette quantité basse? Est-ce qu'il vaut mieux choisir cette quantité haute? Ou le producteur est-il indifférent entre ces deux quantités? Si on regarde une augmentation de la production de la quantité basse à la quantité haute, on voit que les coûts marginaux dans l'intervalle sont toujours inférieurs au prix. Ce qui veut dire que chaque unité produite depuis la quantité basse jusqu'à la quantité haute va rapporter plus qu'elle ne coûte. Et donc, on a finalement un seul candidat
pour le prix, qui est cette valeur Q étoile ici. Maintenant, troisième possibilité, les prix sont tellement bas qu'il n'y a plus d'intersection entre la courbe des coûts marginaux et les prix. Bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va produire tout simplement 0. La production va être nulle. Donc on est arrivé à 3 messages. On est arrivé à 2 messages, on va dire. La première chose, c'est que implicitement ici, j'ai fait l'hypothèse que la production était positive. Il est possible que la production optimale soit 0 dans chacun des 3 cas que nous avons regardés. Dans le troisième cas, nous savons que c'est 0. Mais si jamais la production est positive, alors nécessairement, les coûts marginaux doivent égaliser le prix. C'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est que nous devons être dans une partie croissante de la courbe des coûts marginaux. C'est-à-dire que la production est donc soit effectivement 0, soit elle est supérieure à ce point ici. Donc, on va avoir nécessairement une discontinuité dans la production. On ne peut pas produire de petites quantités. Les petites quantités ici n'ont pas d'intérêt. Elles ne sont pas intéressantes économiquement. Donc, lorsque le prix va augmenter, on va avoir d'abord une production nulle, et puis on va passer à une production qui va être positive. La question, c'est quelles sont ces productions positives? Quel est le moment de bascule entre une production nulle et une production positive? Une autre façon de se poser la question, c'est de se demander quand est-ce qu'il est plus intéressant de produire la quantité Q étoile que nous avons représentée qui égalise les coûts marginaux avec les prix sur la partie croissante des coûts marginaux, ou alors est-ce qu'il vaut mieux produire 0? Eh bien, tout simplement, on va écrire les profits de la firme dans les deux cas. Si jamais la firme produit 0, les profits sont nuls, les coûts sont nuls, les bénéfices sont nuls. Il n'y a pas de... Les coûts et les revenus sont nuls, il y a 0 profit. Maintenant, si jamais la firme produit une certaine quantité Q étoile, elle vend une quantité P elle vend la quantité Q étoile au prix P, et donc à un revenu de PQ étoile, mais elle subit des coûts qui sont les coûts totaux au point Q étoile. Donc la firme a intérêt à produire Q étoile plutôt que 0 lorsque cette quantité-là est supérieure à 0. Ce qu'on peut réécrire que P est supérieur à C de Q étoile sur Q de étoile. Et C de Q étoile sur Q étoile, là, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est parce qu'on va appeler ça C bar de Q étoile, c'est-à-dire ce sont les coûts moyens de production en Q étoile. On voit qu'on divise le nombre d'unités, le coût total, pardon, par le nombre d'unités produites. C'est bien donc un coût moyen. Et ici, on a le prix P. Mais on sait qu'en Q étoile, le prix P égalise C de Q étoile, égalise les coûts marginaux. Et donc, la condition qu'on appelle la condition d'ouverture de la firme, c'est que les coûts marginaux au point Q étoile doivent être supérieurs aux coûts moyens. Si au point Q étoile, les coûts marginaux sont inférieurs aux coûts moyens, à ce moment-là, la firme préfère produire 0. Donc, on va s'intéresser maintenant à cette fonction de coût moyen. Et là, c'est un petit peu amusant si on regarde cette fonction de coût moyen. Pourquoi? Parce que si on produit une quantité très très faible, les coûts moyens sont extrêmement élevés, puisqu'on doit payer les coûts fixes de toute manière. Maintenant, au début, les coûts marginaux sont donc inférieurs aux coûts moyens. On va réfléchir maintenant au lien entre coûts marginaux et coûts moyens. Et la logique entre les deux, c'est un petit peu la même logique que si vous avez des notes tout au long de l'année. Les coûts moyens, c'est votre note moyenne. Les coûts marginaux, c'est la note que vous obtenez. Si chaque semaine, la note que vous obtenez est inférieure à votre moyenne du moment, vous allez faire baisser votre moyenne. Donc, ça veut dire que si jamais les coûts marginaux sont inférieurs aux coûts moyens, la fonction de coût moyen va décroître. En revanche, si vous obtenez une note qui est meilleure que votre note moyenne, à ce moment-là, vous allez faire augmenter votre moyenne, c'est-à-dire que partout où les coûts moyens sont inférieurs aux coûts marginaux, les coûts moyens sont croissants. Donc, on va représenter maintenant ces fonctions qui nous intéressent. Ici,
on voit que nous avons la fonction de coûts marginaux que nous avions avant, et là, la fonction de coût moyen. Et on voit que cette fonction de coût moyen est d'abord décroissante, jusqu'au point où elle rencontre la fonction de coûts marginaux, et elle est ensuite croissante. Donc il y a un point d'intersection, ce point qui nous intéresse ici. Regardons maintenant l'effet des prix sur la production. Lorsque les prix sont suffisamment élevés, notre candidat Q étoile pour la quantité produite va satisfaire le fait que les coûts moyens sont inférieurs aux coûts marginaux, et donc la quantité produite ici est positive. En revanche, lorsque le prix est trop faible, nous allons avoir un candidat ici sur la production de la firme, et ce candidat va être tel que les coûts moyens sont supérieurs aux coûts marginaux, et donc la firme préférera ne rien produire. Et ce qu'on peut faire maintenant, tout simplement, c'est de dériver la fonction d'offre de la firme. Si le prix est inférieur à ce prix ici, les coûts moyens sont supérieurs aux coûts marginaux, et donc la firme préfère produire 0. Donc on a toute cette partie de la fonction d'offre de la firme, et à partir d'ici, la firme va produire cette quantité. Donc la fonction en bleu ici est la fonction d'offre de la firme. Maintenant, on va s'intéresser au surplus de la firme, qui est en fait pour nous exactement la même chose que le profit de cette firme. Donc pour un producteur donné, imaginons d'abord que le prix soit ici. Bien, dans ce cas-là, la production est nulle, le gain est nul, il n'y a aucun surplus pour le producteur. À partir de ce point-là, le producteur va souhaiter produire une quantité positive. Si la quantité produite est un tout petit peu supérieure à ce point qui est le point d'indifférence entre commencer à produire ou non, on voit que le gain va être celui lié à une augmentation du prix ici, fois la quantité produite là, et donc le gain va être la surface de l'aire que j'ai surligné ici en rose. Bien, pour une augmentation supplémentaire, les quantités produites vont être un petit peu supérieures, donc le gain va être un petit peu plus grand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le surplus du producteur et l'aire maintenant située sous le prix et au-dessus de la courbe d'offre du producteur. Et donc, c'est cette zone, cette aire, qui représente le surplus du producteur. On voit finalement que le producteur et le consommateur se répondent. Il y a beaucoup de similarités entre les deux. La différence majeure, c'est que du côté du producteur, comme nous avons des coûts fixes, il y a cette question de la condition d'ouverture de la firme qui fait qu'on va avoir cette discontinuité dans la production selon que les prix soient trop bas ou à partir d'un certain prix pour le bien. Bien maintenant, si on part d'un seul producteur à un ensemble de producteurs, on va agréger non pas la demande cette fois, mais l'offre. On obtient une offre agrégée qui est la somme des offres individuelles des producteurs. Le surplus de l'ensemble des producteurs, c'est bien la somme des surplus individuels de tous les producteurs, qu'on peut mesurer comme l'aire comprise entre le prix et la fonction de demande agrégée de l'ensemble des producteurs. Encore une fois, pour connaître le surplus de l'ensemble des producteurs, nous n'avons pas besoin de connaître ni les fonctions de coût, ni même les fonctions d'offre individuelles de chacun des producteurs, ce qui serait un exercice héroïque, mais nous avons besoin de beaucoup moins que cela. Nous avons uniquement besoin de la fonction d'offre agrégée de l'ensemble des producteurs. De la même manière que nous nous sommes intéressés aux effets des variations locales des prix sur la demande, nous regardons l'effet d'une variation locale du prix sur l'offre du bien. C'est exactement ce que nous donne la notion d'élasticité prix de l'offre. C'est une variation pourcentage-pourcentage entre
la variation de l'offre et la variation du prix. Donc, on va noter cela ES, S comme supply en anglais pour dire l'offre, qu'on peut réécrire comme une variation de l'offre rapportée à l'offre elle-même, divisée par la variation relative des prix, c'est-à-dire la variation du prix divisée par le prix, ce qui se retrouve comme la dérivée du logarithme de l'offre divisée par la variation, la dérivée du logarithme du prix. Eh bien, j'en ai terminé pour cette première semaine. Je vous souhaite une bonne étude des polis et des PC et je vous dis à la semaine prochaine pour les équilibres de marché.